Le pigeon est un oiseau granivore. Cette espèce dort 6 mois dans l'année, puis refait surface au printemps pour réapprovisionner son stock d'hiver. Ah ouais, c'est chiant ce sujet là. Ouais, bon. Allez. Bon bah. Si on se barrait, nous? Ouais. Eh bien, on est quand même venu ici. Eh bien, changement de programme, on change complètement d'émission. Suivez-nous en Amérique du Sud. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press, we hear the fire they sing. Act like you know, we go. I know, don't know. Touch them up and go. Ching, ching. Yes, I'm the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Nazca, c'est un des déserts les plus arides du monde. Et pourtant, derrière les montagnes de pierre et de sable émergent des parcelles verdoyantes. Comment ce miracle est-il possible alors qu'il pleut si rarement que chaque averse est un événement festif à Nazca? Il y a 2000 ans, la sécheresse était déjà le principal souci de ce peuple. Au fur et à mesure des années, les plaines et les cours d'eau se sont asséchés, forçant les pré-incas à inventer des systèmes ingénieux, voire très sophistiqués, comme des aqueducs pour apporter l'eau dans le désert. En Nazca, nosotros tenemos aproximadamente 46 acueductos de la cultura nazca. Algunos acueductos están funcionando. Hace 2000 años los nazcas sufrían mucho. ¿Por qué? Porque aquí en Nazca no llueve. Solamente llueve 30 minutos, 2 horas a 3 horas al año. ¿Y por qué se establecieron aquí los nazcas? Porque estas tierras producen mucha agricultura. El problema es el agua. La pregunta es, ¿cómo los nazcas transformaron un desierto en algo fértil? Los nazcas captaron el agua subterránea de la napa freática para la agricultura y para el consumo humano. Nosotros vivimos de filtraciones de las lluvias de las montañas. Mais s'il y a effectivement de l'eau au Pérou, il faut la prendre loin. Gracias a los nazcas, este pueblo hoy en día existe. En effet, les agriculteurs d'aujourd'hui dépendent encore des aqueducs de leurs ancêtres préhistoriques. Ce qui est incroyable, c'est que ces constructions sont toujours debout après 2000 ans, alors qu'elles sont construites sur une zone sismique. Nazca étant situé à la jonction de 2 plaques tectoniques. Conscients du problème, les Nazca avaient trouvé une solution. Pero podemos observar la parte baja que las piedras están puestas unas sobre otras. ¿Qué pasa cuando hay un movimiento? Las piedras juegan entre ellas. Podemos observar aquí, mire usted, las partes laterales de los canales. Puede usted observar que tienen una inclinación. Cuando hay un movimiento, las piedras juegan así, nada más. Pero si esta construcción hubiera sido recto, estos acueductos se hubieran destruido. À Nazca, on arrive facilement à 40 degrés en journée. Logiquement, l'eau devrait s'évaporer sous la chaleur. Mais pour éviter cela, les Nazca avaient inventé un concept. Comenzaron a tapar en forma de caracol. Ces puits, tapis de cailloux au lieu de sable, filtrent l'eau, mais servent surtout de fenêtres de ventilation et de sas de contrôle de l'eau. Résultat, Podemos observar que esta agua es muy transparente. Esta agua es muy limpia. Puede tomar el agua, ¿eh? Increíble. ¿puede beber? ¿Se puede? Sí, a ver. Es mejor que el agua mineral. Si. À la fin de notre visite, Jeffrey nous fait part d'une théorie qui rapprocherait la forme des aqueducs à l'emblème zoomorphique de l'Alcatraz représenté dans les fameuses lignes de Nazca. Se pourrait-il que les géoglyphes soient un appel aux dieux pour sauvegarder les ressources d'eau? Pour en savoir plus,
Nous avons donc survolé les géoglyphes. Et pour commencer, On dit qu'il y aurait 352 glyphes et plus de 1000 lignes, mais on ne peut pas trop les compter, il y en a trop. parmi ces représentations, on trouve effectivement dans l'Alcatraz une possible référence aux aqueducs. Quant à l'épaulard, il représenterait le dieu de la mer. Le colibri est toujours aujourd'hui symbole d'abondance. Et le singe, emblème du fleuve Amazone. Quant à l'araignée, elle était annonciatrice de pluie. De nombreuses théories s'interrogent toujours sur l'objectif de ces tracés, mais il se pourrait qu'ils aient servi de chemin de procession religieuse, voire même de site sacrificiel. Dans tous les cas, pourquoi sont-ils encore visibles ? Eh bien en fait c'est simple, la terre ici est faite de gypse. Quant aux cailloux, ils sont faits d'oxyde de fer, ce qui leur donne cette couleur sombre, voire orangée. Il suffisait au Préinca de les déplacer pour former le motif et de balayer à l'intérieur pour préserver le dessin du vent. Grâce à l'action du soleil la journée et de l'humidité la nuit, le sol agissait comme un scotch. C'est pour ça qu'on peut encore les voir aujourd'hui 2000 ans plus tard. Alors quelle était leur technique ? On appelle cela la technique du carroyage. Il suffisait au Préinca de planter des bâtons à espace régulier, de les ficeler entre eux pour former un quadrillage géant. Et à partir de ça, ils prenaient le dessin qu'ils avaient préalablement tracé sur papier et ils le reproduisaient à grande échelle. L'eau est un problème récurrent au Pérou, même dans des régions où on ne s'y attend pas. C'est le cas pour la région du Machu Picchu, qui est souvent frappée par des pluies torrentielles. D'ailleurs, on saisit la difficulté d'acheminer l'eau quand on doit se rendre sur le site. Outre les 10 heures de route, les chemins escarpés et les chauffeurs fous, il faut encore marcher dans la jungle avant de grimper la montagne à pied. Et lorsqu'on y va comme nous dès 4 heures du matin, la randonnée devient vite de l'escalade. Au premier abord, les maisons et les temples aux murs massifs semblent posés en équilibre sur la crête. Cette prouesse est d'autant plus surréaliste que les blocs s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres et sans mortier. Comment cela est-il possible alors que les Incas n'avaient pas d'outils puisqu'ils ne connaissaient pas le fer ? Eh bien, ils martelaient le bloc à l'aide d'autres pierres jusqu'à lui donner la forme voulue. Un travail titanesque que les ouvriers auraient réalisé en seulement 50 ans. Pourtant, la cité reste inachevée. Pourquoi ? La théorie la plus probable veut que la cité ait été la résidence secondaire de l'empereur Pachacútec. Bien que son règne ait été le plus prospère de l'histoire inca, à sa mort, le royaume subit de nombreux maux. Variole, guerre civile puis conquistadors le mena à la destruction. Les 1500 habitants n'ayant plus de raison de rester, abandonnèrent le village. Outre son histoire, le Machu Picchu témoigne d'une grande prouesse technique. Situé à 3000 mètres sur une ligne sismique, le Machu Picchu est sujet au glissement de terrain dû aux fortes pluies. Pourtant, la cité n'a pas bougé d'un millimètre depuis sa construction. Les conditions étaient loin d'être idéales, mais les ingénieurs ont réussi l'impossible, construire une ville qui puisse traverser les âges. Au départ, il fallait consolider la crête avec des contreforts. Nombre d'entre eux serviront de terrasses agricoles. C'est pour cela que ces terrasses sont recouvertes de terre arable, mais aussi de sable et d'une épaisse couche de gravats, afin que l'eau s'infiltre lentement dans le sol et d'éviter les inondations. On trouve aussi une centaine de drains censés évacuer la pluie sur plusieurs hectares. En réalité, 60% des travaux effectués à Machu Picchu auraient été dédiés aux aménagements souterrains et à la consolidation de la montagne. Mais il ne s'agit pas de tout drainer, il faut aussi répartir l'eau potable à travers la ville. Et là aussi, les Incas avaient pensé à tout. Le site possède une source d'eau naturelle qui alimente les nombreux canaux installés à travers la ville. Leur inclinaison de 3% permet un débit suffisant pour alimenter une ville de 1500 personnes. Finalement, si Pachacútec a choisi ce lieu, ce n'était certainement pas par hasard. Machu Picchu se situe entre 4 montagnes aux neiges éternelles et surplombe le fleuve Urubamba. Pour ce peuple vénérant les éléments, l'emplacement était donc un moyen de réaffirmer leur lien avec la nature tout en se rapprochant des dieux. La ville moderne de Machu Picchu, c'est Agua Caliente, ce qui signifie eau chaude, et comme son nom l'indique, ce lieu ne souffre pas de pénurie d'eau.
Son fleuve, ses rivières et ses eaux thermales ont séduit Fred, qui a installé depuis plusieurs années la boulangerie de Paris. Mais à la base, ce Français était venu pour travailler. Alors que s'est-il passé? Et puis on voulait repartir. Donc du coup, Une différence par rapport aux autres pays? la différence c'est qu'ici il y a des possibilités quand même. Il y a tout à faire de création, côté administratif c'est simple. Si tu es étranger, tu n'as pas besoin d'associer. J'ai d'abord ouvert un boulangerie à Cusco qui marchait bien, mais à Cusco c'est quand même encore un endroit, les gens sont un peu campagnards, pas trop ouverts au monde. Quoi. Ça marche mieux ici? Ah oui, ça marche bien, les gens sont réceptifs aux produits. Pourquoi? Ici c'est plus touristique. Je suis marié, j'ai deux petits-enfants de 4 et 5 ans. Longtemps on a adopté. Il est arrivé comme ça. De quelle origine? Il est péruvien. Péruvien. C'est le chocolat, moitié chinois. Et il est bon coteau. Mon projet, moi, c'est de m'occuper de la femme des enfants. Alors, nous voici à la fin de notre périple au Pérou. Donc nous allons faire un petit bilan. Déjà pour se situer ici, nous sommes à Mancara, ce qui veut dire que nous avons fait Puno. Nous sommes remontés après à Cusco. De Cusco, nous sommes allés à Arequipa, d'Arequipa à Nazca et de Nazca à Lima. Et maintenant, après 18 heures de route, nous sommes à Mancora. Comme le bilan va être long, puisque nous sommes restés plus d'un mois, nous allons les redécouper comme ceci. Pour ce qu'il en est des visites, nous avons visité le Machu Picchu pour 42 € chacun, puis la vallée sacrée de Cusco pour 15 € chacun, et ensuite Nazca pour 80 €. À savoir que tous ces prix sont négociables en agence. Pour les hôtels, vous pouvez vous en sortir pour à peu près 20 soles, c'est-à-dire 7-8 € par personne si vous négociez bien. Ce qui coûte le plus cher en revanche, c'est les transports, à savoir que les distances ici sont très longues, le Pérou est un grand pays, donc du coup nous avons à peu près payé 50 € à chaque fois qu'on s'est déplacé. En gros, aujourd'hui on est à 150 € et voilà, nous sommes presque à la sortie du territoire. Donc voilà, cette émission s'achève au bord de la plage et malheureusement c'est la dernière fois que nous tournons une émission au Pérou. On se revoit bientôt en Équateur. Pour l'instant, je vais plonger. Don't talk to me that way. Don't talk to me that way. I don't ever wanna hear you say anything. 'Cause you've been nighttime, baby. It's starting to show. 'Cause you've been nighttime, baby. It's out of control. You've been nighttime, baby. And you're already home. You've been nighttime, baby. Hey. Ils avaient pas d'eau, mais ils avaient des bains privés. C'est Flo, notre guide, qui va faire le saut. Buenos días. Buenos días. Donc, nous sommes au Machu Picchu. Non, mais non, t'as pas le Ah, j'aime bien les bisutage. Allez, vas-y, c'est bon, allez, envoyez. Nous sommes à Mancaro. C'est ça? Mancara. Encore. Mancora? J'étais pas loin.